chefs d'État et de gouvernement s'apprêtent à se réunir pour ce que certains commentateurs appellent la COP de la dernière chance. Vous nous dites qu'il ne faut pas signer les accords de Roubaix. Concrètement, que préconisez-vous pour sauver l'humanité ? Écoutez, j'ai bien conscience des limites de mon action. La Terre a été sauvée dans le futur, évidemment. Mais est-ce qu'on peut parler d'un réel sauvetage ? La plupart des territoires sont de no man's land. Moi, je vous en conjure, ne signez pas ces accords. Nous avons donné la personnalité morale à la Terre. Les avocats vont être là pour la représenter et la défendre. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Je pense qu'en effet, la question de la sauvegarde de la planète se pose à l'humanité tout entière. Confier cette responsabilité uniquement aux hommes, c'est une gageure. Si l'humanité peut voyager dans le temps, pourquoi nous avoir rejoints précisément en ce moment ? N'y avait-il pas d'autres périodes plus pertinentes ? N'est-ce pas une faiblesse scénaristique des juristes-nautes ? Qui sont ces juristes-nautes, mes maîtres ? Est-ce que je dois répondre ? C'est pas... Oui, non mais là, c'est une mascarade, j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure. C'est quand même pas possible, on n'arrête pas. Monsieur Vigie, une dernière question. Amenez-moi des vrais journalistes. En 2200, il y a des robots journalistes. Et sincèrement, ils font mieux leur métier que ce que vous êtes en train de faire. Vous n'avez pas conscience des enjeux qui sont en train de se poser. Tant pis pour vous si jamais la planète disparaît, nous en serons responsables. Mesdames et messieurs, nous sommes le 28 octobre 2050. Nous n'avons pas été à la hauteur du changement climatique, alors même que nous savions l'espèce humaine en voie d'extinction. La fin du monde est proche. Les chefs d'État et de gouvernement sont actuellement réunis à Roubaix pour la COP de la dernière chance. Ils doivent signer dans les jours à venir les accords de Roubaix, dans une tentative désespérée de sauver l'humanité. La procédure en vigueur à la Cour des droits et libertés nous donne l'autorisation de vous dire quelques mots avant le début de l'audience. Avec mon client, le professeur Vigie, nous sortons d'une conférence de presse un peu houleuse. Professeur, vous arrivez du futur, c'est bien ça ? Oui, maître de Lorraine. Je suis le professeur Stéphane Vigie. Je suis un scientifique. Je viens vous mettre en garde en l'humanité contre la signature de ces accords de Roubaix. Il ne faut pas signer ces accords. Mais vous rendez-vous compte du caractère irréaliste de ce que vous nous demandez ? Tels que vous nous décrivez ces accords, ils ont assuré à l'espèce humaine une forme de survie. Elle a permis aux femmes et aux hommes de continuer à exister sur la Terre. Ne pas les signer apparaît comme une prise de risque que vous nous faites courir. J'ai bien conscience de tous ces enjeux, maître de Lorraine, de la responsabilité qui pèse sur mes épaules quand je viens vous délivrer ce message. L'espèce humaine, je vous le répète, a bien survécu, mais la Terre ne ressemble plus à grand-chose. Les hommes sont parqués dans des villes et des pans entiers de la planète ont été abandonnés à la pollution. Pouvez-vous nous dire s'il y a eu d'autres conséquences, d'autres dégâts que vous n'avez pas encore évoqués ? Oui, mais les dégâts ne sont pas que matériels. Ils sont aussi spirituels. L'humanité a perdu son âme. Mais comment ça ? Il faut vous expliquer, professeur Vigie. L'humanité doit savoir. Qu'entendez-vous exactement par « elle a perdu son âme » ? Dans le monde d'où je viens, la démocratie, les droits et les libertés individuelles, tout cela a disparu. Certes, il ne s'agit pas d'une dictature, mais ce sont les savants, les scientifiques, les technocrates qui gouvernent les États. Alors les gens s'occupent de leur petite vie, ils vaquent à leurs occupations. Et ils sont plongés, la plupart du temps, dans les métaverses 2200. Mais surtout, il n'y a plus de débat public. Professeur Vigie, si on ne signe pas les accords de Roubaix, que va-t-il arriver ? Je ne sais pas. J'ai bien conscience que je vous demande un saut dans l'inconnu et qu'il met en danger la survie de l'humanité. Mais la défense de l'humanisme est à ce prix. Aussi, il faut que vous tentiez ce pari. Vous savez que le groupe Atalan fait une intervention volontaire à cette audience. Il s'agit du premier employeur mondial. Vous avez annoncé qu'ils seront démantelés après la signature des accords de Roubaix. C'est exact. Atalan sera bel et bien démantelé. Et je comprends parfaitement qu'ils se défendent. Nous sommes, votre génération est encore, dans un état de droit. Mais quand on voit leur impact sur l'environnement, n'est-ce pas inévitable pour nous sauver de l'extinction ? Inévitable, je ne sais pas. Moi, je ne connais qu'une version du futur, celle que j'ai vécue. Il y a certainement d'autres alternatives. Mais c'est à vous, à votre génération, de les imaginer et de les mettre en œuvre. Moi, je suis un voyageur temporel. Je ne suis pas un prophète. Je vous remercie, professeur Vigie. Mesdames et messieurs,
Il est désormais temps de laisser la place à la Cour. L'audience va débuter. Vous le savez, face à l'ampleur médiatique qui a fait suite aux annonces du professeur Vigy, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé, il s'agit d'une de leurs prérogatives, de réunir cette Cour, la Cour des droits et libertés, composée de juristes, magistrats, universitaires, acteurs de la société civile, décideurs politiques, représentants de la jeunesse, pour trancher la question de la signature ou non des accords de Roubaix. Or, de toutes les instances qui pouvaient aider à la prise de décision, c'est une juridiction en charge de la protection des droits et libertés qui a été choisie. Pourquoi donc? Eh bien, pour deux raisons, me semble-t-il. La première tient au fait qu'en réunissant une juridiction, c'est sous l'angle du droit que la question sera appréhendée, et plus particulièrement ici, des droits fondamentaux. Or, toute personne amenée à manier le droit le sait, qu'il s'agisse de le concevoir, de l'enseigner, de l'appliquer, de le pratiquer, de le vivre au quotidien, les vrais débats, ceux qui nous grandissent, ceux qui nous élèvent, nous confrontent non pas à la vérité d'un côté et à son contraire de l'autre, mais à deux vérités contraires. Et cela, l'opposition des vérités contraires, c'est au fond une question de philosophes, de théologiens et de juristes. Et en matière de droits et libertés individuelles, c'est un problème que nous connaissons bien. L'objectif d'efficacité de la décision publique, dirons-nous, le fait de se donner véritablement les moyens de ses ambitions, est essentiel pour que l'action politique, pour que le geste politique, au sens le plus noble du terme, ait un sens. Mais la préservation des droits et libertés des individus est tout aussi grande et tout aussi noble. Et régulièrement, ces deux impératifs s'opposent. Mais dès lors, où placer le curseur? Où placer le curseur entre l'efficacité, qui pour être optimale doit se donner de véritables moyens, et l'autolimitation, pour préserver les droits et libertés, au détriment, il faut bien le dire, de cette efficacité. Réunir une juridiction, c'est-à-dire appréhender la question posée sous l'angle juridique, c'est une des manières de se contraindre, de nous contraindre collectivement à prendre conscience de l'existence de ce curseur et à décider en connaissance de cause là où il convient de le placer. La seconde raison, qui explique que nous nous trouvons ici aujourd'hui, tient au principe même de l'audience. Dans l'œuvre d'Héraclite, vous savez, il faut dire Héraclite d'Éphèse pour faire chic, donc dans l'œuvre d'Héraclite d'Éphèse, il y a une affirmation qui est issue des fragments que je vous cite entre guillemets. « Ce qui se contrarie est utile, et c'est de ce qui est en lutte que naît l'harmonie, car tout se fait par la discorde. » Et c'est pour cela que c'est une juridiction qui se trouve devant vous aujourd'hui. Car une audience, au fond, c'est cela. C'est la ritualisation, la mise en forme de la discorde qui permet, alors pas toujours malheureusement, mais parfois, lorsque l'audience est belle, lorsqu'elle est plus grande que la somme des parties qui la composent, la naissance de cette harmonie dont parle Héraclite. Pas de pression pour les avocats, vous voyez le niveau d'exigence de la Cour. Alors ceci étant dit, parce que le lyrisme, ça va bien 5 minutes, je vais commencer, si vous le voulez bien, par m'assurer que je situe convenablement les parties. Maître Gaudron, Maître Berlinski, Maître Turcet, vous défendez une position pragmatique, technique, dirons-nous, en faveur de la signature des accords de Roubaix. C'est bien cela? Oui, Monsieur le Président. Maître Haas, Maître Dubarry, en face, vous défendez la thèse inverse, une thèse que je qualifierais d'humaniste. Vous faites le pari de la non-signature des accords de Roubaix. Est-ce que c'est bien cela? C'est exact, Monsieur le Président. Parfait. Maître Millet-Ursin, Maître Matteri, vous représentez le groupe Atalan, que tout le monde connaît ici, bien évidemment, premier groupe industriel mondial, présent dans plus de 150 pays, premier employeur mondial. Vous intervenez volontairement à l'audience et vous allez également nous donner votre avis sur la signature ou la non-signature des accords de Roubaix. Est-ce que c'est bien cela? Maître Daoud, Maître Lardet, en 2050, il y a déjà plusieurs années que l'humanité a donné la personnalité juridique à des fleuves, à des forêts, pour en arriver fort logiquement à reconnaître la planète comme un sujet de droit. Vous agissez donc en défense des intérêts de notre planète, je ne me trompe pas? Nous avons cet honneur. La Cour est impatiente de savoir ce que la Terre pense des accords de Roubaix.
Enfin, Madame la rapporteure publique Barbier-Chassaing, je rappelle à tout le monde votre rôle. Vous êtes magistrate, membre de cette cour, mais vous êtes indépendante de la formation de jugement. Vous ne participez donc pas au délibéré. Votre rôle est de nous éclairer par un avis indépendant, impartial, destiné à compléter la lecture que la Cour pourrait avoir de la situation en entendant les avocats des parties. Est-ce que je présente convenablement votre rôle? Merci, Madame la rapporteure publique, c'est parfait. Alors, avant d'entrer dans le débat, un premier point qui est d'ordre procédural. Je suis absolument désolé pour le public, ça va concerner plutôt la Cour, les parties, et vous particulièrement, Madame la rapporteure publique. Vous savez, Madame la rapporteure publique, nous tenons aujourd'hui l'audience de la fin du monde, la survie de l'humanité est en jeu, mais je regarde le rôle de l'audience et je vois que vous avez également audiencé une autre affaire. Attendez, je lis une contestation de rejet de modification de plan local d'urbanisme de la commune de Chambon-des-Neiges. Alors, Madame la rapporteure publique, comment vous dire ? La Cour salue votre souci d'une utilisation optimale du temps d'audience disponible. C'est vrai, vous avez raison, il s'agit d'argent public, nous comprenons votre idée, puisqu'on est là, autant faire les deux. Mais avec le recul, je me demandais, alors c'est une idée que je vous soumets bien évidemment, si on ne pourrait pas renvoyer le dossier de contestation de plan local d'urbanisme de Chambon-des-Neiges à une autre date, où on le traiterait correctement, et on se concentrerait aujourd'hui sur le fait que c'est la fin du monde. Et donc voilà, je voulais savoir si vous seriez opposé au renvoi de l'affaire de Chambon-des-Neiges. Une autre audience attendait... Ah oui, dans 5 ans quand même, parce qu'on a un petit stock d'affaires écoulées, c'est le budget de la justice, vous savez bien. Bref, Madame la rapporteure publique, avec votre micro peut-être, sur le renvoi de l'affaire de Chambon-des-Neiges. On nous dira probablement que si l'on donne aux États le droit de prendre des mesures d'exception, on porte atteinte à certaines libertés. Ce qui est vrai. Mais ça ne serait que temporaire. Il s'agit de sauver l'espèce humaine, de lui permettre de poursuivre son développement de manière rationnelle, sans saccager la totalité de la planète et sans commettre ce qu'il faut bien appeler un suicide collectif. Il faut signer pour Platon et pour H.G. Wells afin que l'état d'urgence écologique puisse être déclaré conformément à l'article 3 de ces indispensables accords. Ce ne serait d'ailleurs qu'un état d'urgence de plus. Nous en avons déjà connu au cours de notre histoire. D'abord, regardons le problème à hauteur de l'humanité, c'est-à-dire au niveau de la planète. De tous ceux qui prétendent lutter pour la liberté, ne sont-ils pas précisément en train d'oublier les peuples qui ont déjà tout perdu ? De la montée des eaux, le peuple micronésien n'a pas seulement perdu sa maison de campagne, son domicile, son île, mais bien son pays tout entier. Et bien d'autres pays ont connu le même sort. Ainsi, au nom de la liberté, certains refusent de partager les ressources de la planète en s'opposant à un changement de leur mode de vie. Dès le début des années 70, le Club de Rome, rappelez-vous le programme de 3e, a mis en évidence les limites de la croissance économique dans un monde aux ressources finies. À partir de leur modèle de simulation, il est clair que ce n'est pas le retour à la nature qui a sorti des milliards de personnes de la pauvreté et de la famine. Et encore une fois, pour nos amateurs de plans quinquennaux, je sais qu'il y en a parmi nous, la trajectoire tragique prédite par le modèle est parfaitement suivie jusqu'à maintenant. Et là, on peut remercier l'impeccable incapacité de nos sociétés à se réinventer. Bravo. Alors d'où vient cette croissance finalement? C'est par l'asservissement de Gaïa, par son exploitation pétrochimique pour générer de l'énergie pour nos usines et nos serveurs de calcul. Des matières premières non renouvelables que nous nous sommes appropriées au détriment d'autres pays alors qu'ils subissent déjà notre pollution. Tout cela pour conserver notre croissance économique apparemment rachitique. Et je conclurai en rappelant que les Indiens d'Amérique ont pour tradition de considérer la 7e génération de leur descendance avant de prendre une décision importante. Malheureusement, leur sagesse ne les a pas protégés des horreurs du monde. Alors nous devons signer les accords de Roubaix pour protéger nos générations futures. Et surtout, nous devons signer les accords de Roubaix pour nous protéger de la barbarie métaphysique de certains prétendument
défenseurs de la liberté, mais bel et bien fossoyeurs de l'humanité. En utilisant des technologies de reconnaissance d'image, il serait possible d'analyser en continu l'impact d'un panier au supermarché et de suggérer des produits alternatifs qui amélioreraient cet impact. Par ailleurs, les impacts pourraient être pédagogiquement illustrés sur la vie de la personne plutôt que de manière abstraite, comme à l'heure actuelle. Plus généralement, par l'analyse de la consommation de chacun, il serait possible de mesurer, par exemple, les quantités de déchets créés et de suggérer des produits équivalents pour les réduire. De tels systèmes permettraient de diminuer la gouvernance centralisée, réductrice en soi de nos libertés. Par ailleurs, les algorithmes pourraient se synchroniser, par exemple de manière hebdomadaire, pour créer des statistiques environnementales agrégées, mais aussi classer les comportements des personnes, chacun n'ayant bien sûr accès qu'à son propre classement, et aux statistiques environnementales agrégées. De tels systèmes existent déjà, en particulier en entreprise, puisqu'on sait bien qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. Nous ne proposons finalement que d'étendre ce principe à l'ensemble de la société, de manière à nous sortir de l'organisation chaotique et destructrice dans laquelle nous nous trouvons. Les nouvelles technologies doivent permettre de dessiner un nouveau monde, un nouveau pouvoir décentralisé. Elles ont été conçues comme des outils d'affranchissement des individus face à l'establishment, donc le pouvoir centralisé du gouvernement et des gros groupes comme IBM à l'époque. Aujourd'hui, on retrouve cet idéal de liberté avec les technologies récentes telles que Maître Berlinski en parlait, donc l'intelligence artificielle, les algorithmes. Il ne s'agit alors plus seulement de libérer les individus de l'oppression d'un État centralisé, mais bien d'anéantir toutes les contraintes possibles, y compris la limite ultime, celle de la mort. Pour conclure, aujourd'hui, pour les libertariens de la Silicon Valley, ce qu'il faut faire, c'est créer une organisation de pouvoir décentralisée basée sur les nouvelles technologies, seule garante de la liberté des individus. L'enjeu aujourd'hui est la non-ratification des accords de Roubaix en gré d'une dérive autoritaire qui conduirait inévitablement à l'instauration d'une tyrannie verte condamnant les générations futures à l'asservissement. C'est pourquoi nous devons nous éloigner de cette posture catastrophique éclairée de nos gouvernements qui, par leurs inconséquences, n'ont pas suffisamment intensifié leurs efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette posture, en fait, a une fonction méthodologique, susciter l'angoisse et la peur pour faire accepter l'inacceptable, le renoncement à nos libertés individuelles au nom de la survie de Gaïa. Pourtant, et nous vous le démontrerons, il existe beaucoup d'autres trajectoires possibles pour que Sapiens et Gaïa se sortent de ces accords de Roubaix. En fait, nous ne savons pas si l'effondrement climatique aura lieu de manière brutale, sinueuse ou avec une lente dégradation. On oublie trop vite que les humains sont capables de bâtir des stratégies d'évitement, de limitation, d'adaptation et de protection. L'histoire nous montre que l'espèce qui s'est le mieux adaptée à son environnement, c'est l'homme. Son génie n'a pas de limite. C'est une espèce à protéger qui a besoin de vivre en liberté. La Terre est brutale, la Terre est sauvage, la Terre est compétitive, alors que l'humain est une espèce des plus sociables. À une logique et une vision incarnée par l'accord de Roubaix, il faut opposer les principes d'une société ouverte qui tolère un certain niveau de risque pour se protéger du danger d'une accoutumance à la restriction des libertés, mais protectrice et exigence de la défense de son environnement. Il ordonne l'anéantissement des libertés d'entreprendre, de la liberté d'aller et de venir ou du droit au respect de la vie privée, familiale, qui sont pourtant des droits fondamentaux de l'homme. Ceci est parfaitement disproportionné et inacceptable. Qu'après une phase d'état d'urgence climatique, on glisse inévitablement vers une situation de vigilance écologique, intensifiant des mesures d'exception hors de toute délibération démocratique. Ainsi, l'espèce humaine serait durablement amputée de sa liberté
est condamné à l'asservissement. Il est ici question de restreindre toute forme d'autodétermination des peuples. Et nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas faire confiance ni aux technocrates, ni aux États pour défendre les hommes et les femmes des futures générations. Nous devons compter sur nous-mêmes, car ce qui a été retiré n'est jamais rendu, sauf par la violence. Rappelons que le XXe siècle a enfanté des régimes capables d'utiliser les hautes technologies et la science à des fins de destruction massive. Ce même gouvernement pourrait contraindre une femme à avorter ou à s'exiler dans un territoire moins surpeuplé au nom de la transition démographique. Quel est donc le sens de cet accord? Tous ces efforts pour assurer la survie de la Terre n'auront plus d'intérêt dans le cas où les générations futures ne pourront plus vivre librement et n'auront plus leur raison de vivre. Être esclave, ce n'est pas un avenir. Si la Terre est en danger, et nous le reconnaissons, l'homme, et nous vous demandons de le reconnaître, est une espèce à protéger. Nous sommes tous interdépendants. Chacun d'entre nous, chaque espèce, animaux, humains, nature, dépendons les uns des autres. Nous influons les uns sur les autres. Et d'ailleurs, cette interdépendance est parfaitement représentée aujourd'hui. La Terre ne peut pas parler toute seule. Elle fait appel à des hommes pour porter sa voix, pour plaider sa cause. Si l'homme n'est pas là pour penser la Terre, qui le fera? Or, pour que l'homme puisse défendre la Terre, encore faut-il qu'il ait conservé ses droits et ses libertés. Ces droits et ces libertés ont été durement acquises à travers les âges. L'homme est en effet sorti progressivement de son asservissement à la nature. Ce parcours a été complexe. L'homme a gagné ses libertés pendant l'âge des Lumières. Ce cheminement doit aujourd'hui continuer. On arrive à une nouvelle ère, l'âge des vivants. L'âge des vivants, cela signifie que l'homme doit apprendre à vivre en bonne intelligence avec son environnement. Plutôt que d'être les uns contre les autres, il faudrait en réalité être l'un avec l'autre. C'est aujourd'hui tout l'enjeu de la troisième voie que nous proposons. La solution n'est pas d'opposer l'homme et la nature, mais d'aller au-delà de cette distinction classique et de penser l'homme au sein de son écosystème. Nous pensons qu'un accord équitable entre l'homme, la Terre, les scientifiques est tout à fait possible. Naturellement, cet accord devra imposer une planification totale pour sauver la planète, mais tout en préservant l'individualité et la souveraineté des hommes. Je pense que tout ce qui, à l'avance, restreint les libertés, d'une manière ou d'une autre, est une défaite. Je dirais que c'est le contraire. Je dirais que si nous voulons préparer une situation acceptable du point de vue du climat, nous devons développer plus de liberté pour qu'il y ait plus de débats, plus de discussions, pour que nous sachions mieux affronter un certain nombre de périls. Le péril dictatorial, le péril totalitaire, le péril aussi de la dictature de la science ou de la technologie, le contrôle social, toutes ces choses qui nous empêchent de réfléchir si on les met en place. Et donc, pour affronter des drames aussi terribles que ceux qui nous sont annoncés, il vaut beaucoup mieux que les gens soient libres, c'est-à-dire qu'ils puissent réfléchir, débattre, exprimer des idées, les comparer, les mettre à l'épreuve les unes des autres, bien mieux que de savoir qu'un pouvoir autoritaire va décider une fois pour toutes de ce qu'il est bon de faire, et pour pouvoir décider une fois pour toutes, va interdire aux libertés d'expression, de conscience, de communication, de fonctionner. Je pense qu'il faut refuser évidemment cette restriction de liberté, ou en tout cas ne l'accepter que de manière très conditionnelle, très limitée dans le temps, avec des systèmes d'évaluation, bref, que l'on accepte que certaines libertés soient provisoirement suspendues, à condition qu'existent les contre-pouvoirs en quelque sorte qui permettent en permanence de dire maintenant il faut retourner à la liberté qui a été supprimée. S'il n'y a pas des contre-pouvoirs, s'il n'y a pas des groupes qui échangent, qui débattent, qui s'opposent, qui ne sont pas d'accord, eh bien, s'il n'y a rien de tout ça, les libertés évidemment disparaissent et nous allons encore plus vite à la catastrophe. C'est ça qui est important. Pourquoi est-ce qu'un pouvoir autoritaire tout seul saurait mieux
qu'un pouvoir qui résulte du jeu de la démocratie, donc du jeu de la liberté, pourquoi est-ce qu'un pouvoir donc, autoritaire serait plus capable qu'un pouvoir démocratique de penser l'avenir? Je crois que c'est le contraire. Plus on débat, plus on réfléchit, y compris d'ailleurs entre scientifiques. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Si un pouvoir autoritaire dit à M. Galilée « tais-toi », il se tait et puis on continue à penser comme avant. Donc il faut bien laisser des voix dissidentes apparaître, mettre leurs idées en discussion. Si tout ça n'existe pas, eh bien on s'enferme, oui, dans l'obscurantisme, dans la négation de la pensée, dans la négation du travail de la société sur elle-même, et on se prive de possibilités de mieux affronter des défis. Parce que aujourd'hui c'est le changement climatique, mais ça pourra être un autre danger qui nous menacerait. Il y a des gens qui identifient un fleuve, une montagne, la Terre tout entière éventuellement, à un être vivant doté d'une capacité de penser, de se transformer. Alors, qu'il faille protéger la Terre, tous ceux qui sont sensibles aux idées disons, de type écologiste vous le diront, mais de là à en faire un être et à, comment dirais-je, à humaniser ce qui n'est pas humain, je crois qu'il ne faut quand même pas aller trop loin. Autrement dit, nous devons traiter, je pense avec respect, la vie, les animaux en particulier, mais la végétation d'un côté. Nous devons traiter avec intelligence la terre, c'est notre ressource, mais de là à en faire une sorte de Dieu vivant, je ne le ferai pas personnellement. Les gouvernements n'apparaissent pas spontanément en dehors de la vie collective, en dehors de la société qu'ils viennent représenter. Et donc, je pense que les gouvernements qui vont dans ce sens sont l'expression de certains courants à l'intérieur d'une société, et que ces courants mettent en avant la peur, l'angoisse, l'incapacité de réfléchir, d'affronter, de proposer des solutions. Et donc, il existe dans une société des courants qui portent vers un pouvoir autoritaire, vers un pouvoir dictatorial en général. Et donc, plus la menace semble forte, plus ces courants peuvent, comment dirais-je, se retrouver aux affaires. Et donc, il arrive un moment où ceux qui sont aux affaires vont être l'expression de ces courants et vont aboutir à ces fameux accords. Bon, écoutez, je ne signe pas personnellement et je ne souhaite pas qu'un gouvernement les signe. Ça serait pour moi une défaite pour l'humanité. Une catastrophe pour l'humanité. Pour moi, la catastrophe serait là. La Cour, soucieuse d'associer le monde économique à la réflexion, et notamment un groupe emblématique de la lutte contre le réchauffement climatique, a accepté l'intervention du groupe Atalan que nous représentons avec mon confrère Miliers. Alors, on nous donne la parole, je vais dire c'est la moindre des choses, vu qu'on va bientôt nous taire. Premier employeur privé mondial, 3 millions de collaborateurs, et surtout, chose qui n'a pas été rappelée et qui est importante, c'est le pionnier en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Il est dommage d'ailleurs que la Terre n'ait pas plus intégré l'humanité dans sa réflexion. Comment la Terre a pu organiser et accessoirement financer sa défense sans l'être humain? On se le demande. Sans surprise, Atalan s'oppose à la signature sur les libertés. Ça a été vraiment très brillamment défendu, les libertés d'entreprendre et de travail. Cet article 3 que nous avons lu apporte plusieurs restrictions aux droits et aux libertés, comme déjà exposé. Alors certes, l'accord précise qu'elles doivent s'exercer dans le respect des droits des personnes et de l'état de droit, mais il n'en demeure pas moins que l'accord de Roubaix a pour effet de poser en principe les interdictions et de faire des libertés une exception. C'est inenvisageable dans une démocratie. Plus grave encore, des milliers d'emplois sont menacés. Aujourd'hui, nous représentons le groupe Atalan et ses collaborateurs, non pas seulement ses actionnaires. La signature de cet accord ou de ces accords, c'est flou, je ne sais pas. Je vais simplement quand même rappeler ce qu'est le groupe Atalante et pourquoi, effectivement, il ne faut pas signer l'accord de Roubaix. En effet, signer l'accord de Roubaix, c'est nier finalement le rôle des acteurs économiques dans la lutte pour la sauvegarde de la planète,
pour la sauvegarde de la Terre, pour la sauvegarde de l'humanité. En effet, de façon caricaturale, l'accord va autoriser à nous supprimer, nous faire cesser toute activité, nous interdire finalement de financer, de participer au sauvetage de la Terre et de l'humanité. Or, aujourd'hui, si Atalante est devenu le premier employeur mondial, c'est parce qu'il a très tôt engagé des actions en faveur de la conciliation de l'activité économique et de la sauvegarde des écosystèmes. Il a aujourd'hui été sollicité par nombre d'États pour venir s'implanter dans les différents pays où des problèmes se posaient, notamment parce que l'entreprise Atalante a mis en œuvre une politique cohérente, certifiée, contrôlée en matière énergétique. Il l'a fait en associant ses actionnaires. S'il peut lui seul ne pas être la solution, il revendique pouvoir en faire partie intégrante comme l'ensemble des acteurs économiques. Effectivement, les annonces de M. Vigy nous démontrent qu'il faut aller plus vite, plus loin, qu'il faut être plus fort. Atalante, à cette occasion, a relancé la négociation au niveau mondial de ces accords pour avancer et pour, peut-être, être encore exemplaire comme il l'a été jusqu'à présent. Est-ce que le groupe Atalant est le fossoyeur de l'environnement ou est-ce qu'au contraire il est un des acteurs clés qui permet d'avancer dans la protection de l'environnement? Vous nous parlez de changement de gouvernance, vous nous parlez d'entreprise en mission, vous nous parlez aussi d'un groupe qui est capable d'atteindre sa neutralité carbone. En tant que secrétaire national CFE-CGC, en vous projetant dans le futur, est-ce que vous pensez que des grands groupes industriels, des grandes entreprises, des acteurs clés de la vie économique sont capables d'une vraie révolution, on va dire, sociale, environnementale, qui soit pas ce que certains pourraient considérer comme de l'affichage ou de la poudre aux yeux, mais qu'un changement d'ADN profond est possible. En gros, est-ce qu'en 2050, les acteurs économiques peuvent être véritablement des acteurs clés de la transition environnementale? Oui, tout à fait. Nous n'avons pas le choix. C'est un défi qui s'impose à nous. Et donc, l'idée de mon organisation, c'est un défi collectif. On doit prendre le sujet à bras-le-corps, tous ensemble, et faire preuve d'intelligence collective. C'est pour ça que aussi il y a, je pense à au think tank The Shift Project qui justement travaille collectivement, associant un certain nombre d'experts sur le sujet pour se projeter et voir qu'est-ce qu'il faut faire en termes de transformation des compétences. Mais j'ai aussi cité la comptabilité qui est aussi une vision de l'entreprise, une certaine vision, et il faut qu'on puisse avoir une vision globale de cette entreprise, pas seulement financière, mais intégrant l'empreinte écologique. Donc c'est pour ça que j'ai parlé aussi de dette écologique. Et puis également les salariés qui sont aussi des citoyens ont un rôle à jouer, et donc l'entreprise peut être aussi un moteur. C'est pour ça que je citais aussi l'application des gestes d'utilité écologique, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, une action sociétale de l'entreprise, et elle a son rôle à jouer. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que des membres de la Cour ont des questions? Oui, ce serait juste une précision sur le sens de votre témoignage. Manifestement, il y a un excellent dialogue social au sein d'Atalant, puisque vous joignez votre parole à celle des représentants de la direction, ce dont je me réjouis. Simplement, je voudrais comprendre quel est le sens, encore une fois, de votre témoignage, puisque à la lecture de l'article 3, il est dit que sont menacées les personnes morales qui contribuent par leurs agissements à entraver la réalisation de l'objectif. Or, à vous entendre, le groupe Atalant est déjà dans cet objectif vertueux de sauver la planète. Tout à fait, c'est bien pour ça que j'ai cité aussi l'entreprise Space Zone, qui n'était absolument pas dans cette logique et qui n'avait d'intérêt que son propre intérêt, puisqu'il a délaissé les terriens et allé s'installer sur la Lune. Vous nous ramenez dans les années 20 au moment de la crise du coronavirus. Est-ce que vous pensez que le dialogue social qui s'est selon vous amélioré
Pensez-vous que cette amélioration soit née des états d'exception qui ont été décrétés à l'époque? Je pense d'états d'urgence sanitaire. Est-ce qu'elles ont été un moteur dans la capacité finalement de bâtir quelque chose d'un peu nouveau? Je le pense tout à fait, parce qu'il a fallu, je dirais, arriver à trouver un consensus de façon très rapide. Et effectivement, ça n'a pas été facile pour les directions de ressources humaines dans les entreprises. Ça n'a pas été facile non plus pour les représentants des syndicats, mais dans bon nombre d'entreprises, et je tiens à en témoigner, y compris dans la mienne, il y a eu une sorte de ce que je qualifierais de sortie par le haut. Je vous l'ai dit, je suis particulièrement honorée d'être devant vous aujourd'hui pour témoigner pour la Terre avec un grand T, celle qui nous héberge, celle sur laquelle nous habitons, celle qui nous a donné la vie, d'où ces liens de parenté. Mais quelque chose me frappe, que je tiens à souligner avant d'entamer mon témoignage, c'est que finalement, depuis des décennies, je suis très heureuse qu'on donne enfin le temps de parole nécessaire aux travailleurs et aux travailleuses, mais quand ils viennent seulement représenter les intérêts des entreprises. Et donc on voit bien dans ce procès comme dans tant d'autres que les choses ne changent finalement pas beaucoup et que ces grandes entreprises multinationales gargantuesques qui détruisent la planète depuis tellement d'années ont encore un temps de parole absolument gigantesque et qu'il est temps réellement de renverser la balance et de laisser enfin la place à la Terre. Et qu'on lui a reconnu une personnalité juridique, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est encore loin de la respecter et de respecter ses droits comme ce qu'il nous faudrait faire. Et je crois que les accords de Roubaix vont justement dans cette direction. Finalement, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est toujours les mêmes rengaines par rapport à ce qui est porté depuis longtemps, ce qui montre que nous n'avons pas encore véritablement changé de braquet. La mutation civilisationnelle nécessaire n'est pas encore là, et c'est ce vers quoi nous devons absolument aller. Mais on entend toujours cette mise en cause de la science. On entend toujours cette foi complètement folle dans la capacité de l'humanité à maîtriser et à dominer la Terre. C'est le fameux génie humain dont on a entendu parler tout à l'heure. Et puis évidemment cet appel à la liberté, alors que finalement cette affaire de justice, l'inaction est coupable. Nous l'avions déjà montré en 2020 avec l'affaire du siècle, en 2021. L'inaction est coupable et les accords de Roubaix, à mon sens, sont à la fois le signal d'une responsabilité et aussi d'une réparation qui est absolument nécessaire. Alors, je rappelle qu'en 2021, une espèce disparaissait toutes les 20 minutes, que depuis le rythme s'est accru, qu'heureusement nous découvrons de nouvelles espèces encore tous les jours, mais qu'aujourd'hui le rythme d'extinction des espèces est d'une espèce toutes les 5 minutes, que les visons, les lynx, les ours, mais aussi les girafes que j'aimais tant quand j'étais enfant, ont complètement disparu, que nous avons atteint les plus 1,5 degrés dès 2028, et qu'avec colère, la Terre n'a cessé de nous secouer, de nous dire qu'il fallait nous arrêter, qu'il fallait effectivement faire cesser les activités telles que celles du groupe Atalan. La Terre a asséché la Terre, engloutissant des pans entiers de territoire, en se faisant du mal à elle-même, puisqu'elle engloutit aussi des espèces non humaines, des écosystèmes, de la faune, de la flore. En 2021, la Cour constitutionnelle allemande avait déjà dit « mais si nous ne cessons de retarder l'action, alors nous irons bafouer de plus en plus, et nous aurons à bafouer de plus en plus les libertés humaines. » Je crois que nous y sommes, que les accords de Roubaix sont finalement une réponse bien malheureuse, il est vrai, à cet appel qui avait été lancé par la Cour de Karlsruhe dès 2021. Et malgré le fait que les droits de la Terre aient été reconnus au niveau mondial, malgré le fait que des procès soient à nouveau venus sanctionner l'activité humaine, eh bien, les humains ont continué à ne pas agir et à ne même pas respecter leurs propres accords en justice. On a parlé tout à l'heure du budget de la justice, qui était déjà un problème dans les années 20. Je crois qu'il est temps d'y remédier aussi avec l'accord de Roubaix. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, la Terre va mal, l'humanité ne va pas mieux. Il s'agit aujourd'hui de comprendre comment vous en êtes arrivé là. Vous avez eu de plus en plus recours à la technique pour augmenter vos capacités, gagner du temps, être plus performant, mais sans penser à vous recentrer sur ce qui faisait sens pour votre espèce, votre aptitude à la communication, votre capacité à être collectivement intelligent et aussi votre faculté d'adaptation. Vous avez externalisé vos cerveaux et vos quotients intellectuels et émotionnels ont chuté drastiquement. Les chiffres sont éloquents. Vous vous êtes retrouvé obnubilé par un prétendu progrès de l'humanité en oubliant que sans respect de l'environnement, vous mettiez en danger votre écosystème et signez dès lors votre arrêt de mort.
Fini de jouer, je vais être clair avec vous. Vous n'êtes plus les bienvenus sur Terre. Nous travaillons d'ailleurs avec Maître Daoud au déclenchement d'une procédure d'expulsion visant à votre éradication de la planète. Vous êtes une espèce indésirable et nuisible à l'écosystème. Nous hésitons encore. Faut-il procéder à une sélection afin de nous débarrasser uniquement de ceux qui sont directement hostiles ou vous exclure tous? L'urgence climatique ne nous permet pas de faire dans la dentelle, et la notification de votre expulsion planétaire, voire expulsion de notre système solaire, a de fortes chances d'intervenir si vous continuez à vous entêter par votre inaction ou par des prises de décision néfastes à l'environnement. Je vous le dis très simplement, si vous souhaitez rester sur Terre, il faut signer les accords de Roubaix. Si vous ne signez pas, nous en tirerons les conséquences. Cela signifiera que vous souhaitez quitter la planète, ou plutôt supporter un risque d'expulsion manu militari. Quid des modalités? Expulsion pacifique par utilisation des moyens humains existants, arsenal spatial, ou expulsion agressive par déclenchement de multi-éruptions volcaniques planétaires ou raz-de-marée et tsunamis à répétition. La méthode agressive est plus violente à votre encontre. Elle induit quelques dommages collatéraux. Elle nous permet toutefois d'éviter des plans de départ complexes avec un tri devant être fait entre amis et ennemis de l'environnement. Il y a aussi la question du rythme des départs, des accords intergalactiques à négocier avec nos homologues, nos planètes sœurs pour vous accueillir. Votre cause n'est pas simple à plaider. Dans le RIESS, le registre intergalactique des espèces du système solaire, vos états de service ne sont pas bons. À ce stade, il n'est nullement certain qu'une autre planète soit prête à vous accueillir. Est-ce que vous regardez ce qui nous arrive? Couche d'ozone trouée, tsunami, incendie géant. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Florence. Mais c'est que vous êtes vous-même nuisible à vos frères et sœurs en humanité. Combien de dizaines et maintenant de centaines de millions de réfugiés climatiques qui ont perdu leur terre, qui ont perdu leur montagne, qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur existence et qui la perdent dans les mers de pays plus préservés. Vous en parlez de cela? Vous en parlez de celle-là? On en fait quoi? Et vous êtes incapables de les gérer et vous nous parlez encore de génie humain. Et j'ai trouvé cette formule très jolie, mais tellement creuse par rapport à cette réalité. Nous aurions besoin de vous parce que nous, Terre, nous serions sans voix parce que vous êtes la voix de la Terre et que si vous n'êtes pas là pour nous penser, personne ne pensera à nous. Heureusement qu'on n'a pas besoin de vous. Et je rappelle la chronologie. Cela fait 4,5 milliards d'années que je vis. Et l'Homo sapiens est arrivé il y a 300 000 années. Je vais vous faire une confidence, je ne me suis pas ennuyé sans vous. On ne peut pas comparer l'infiniment petit, l'espèce humaine, et l'infiniment grand, la Terre. Je vous disais 4,5 milliards d'années. J'ai d'abord été en fusion. Ensuite, les océans m'ont recouvert et la vie microbienne est arrivée. Nous sommes encore très loin de la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et si je dois dire ce que vous représentez pour moi, vous êtes un battement de cils. Un battement de cils, pas autre chose. Et pour en convaincre la Cour, si nous devions ramasser en une année ces 4,5 milliards d'années, les dinosaures, vous vous souvenez, ces grands dinosaures qui bien évidemment n'existent plus et qui ont régné sur cette terre 168 millions d'années, vous savez quand est-ce qu'ils arriveraient? Dans la nuit du 25 au 26 décembre. Dans la nuit du 25 au 26 décembre. À comparer avec vos misérables 7 millions d'années d'existence, et je dois rappeler qu'au début, vous marchiez à quatre pattes, ce que vous semblez avoir oublié. Ainsi, dans cette chronologie condensée en une année, l'homme ferait son apparition le 31 décembre à 22h30. Le 31 décembre à 22h30. C'est-à-dire quand même à temps pour célébrer les 12 coups de minuit et le Nouvel An. Mais ce calendrier révélateur, vous n'êtes rien. Des extinctions de masse dont on nous parle, nous en avons connu beaucoup. Nous allons vous inviter à signer l'accord de Roubaix pour préserver vos chères et ô combien onéreuses libertés individuelles. Et nous plaidons donc résolument pour la signature de l'accord de Roubaix. Pourquoi? En quelques mots.
Nous entendons vous dire que le contentieux qui vous est soumis ne peut se résumer à la seule survie de l'espèce humaine. L'intervention de notre cliente dans ce procès, qui nous a réveillés ce matin, répond aujourd'hui à une ambition claire. L'accord de Roubaix sur le climat doit avoir pour priorité fondamentale la sauvegarde de la vie sous toutes ses formes et pas seulement celle de l'espèce humaine. Et sauvegarde face au risque d'une extinction ou, si vous ne nous écoutez pas, d'une expulsion, puisque nous sommes en train d'y travailler. Bien sûr, protéger la démocratie, protéger les libertés individuelles, c'est une cause parfaitement noble. Combien de vies sacrifiées sur cet autel, de vies humaines? Bien sûr que la démocratie et les libertés constituent le socle de notre pacte social. Mais rappelons là encore, si l'on revient dans cette chronologie, c'est en 621 avant Jésus-Christ que Dracon a écrit les premières lois écrites athéniennes et que l'on a connu les premiers balbutiements du droit. Vous savez, c'était, si on revient à cette chronologie, au 8e coup de minuit. 8e coup de minuit, du 31 décembre. Voulons-nous être responsables de la destruction de la vie, ou plus exactement de l'extinction de l'espèce humaine et de la biodiversité? Est-ce qu'une restriction de nos libertés, pour une durée limitée, le temps d'un micro-battement de cils, ne serait pas en réalité préférable? Je pense qu'il faut qu'à cette seconde question, vous répondiez par l'affirmative et que vous ordonniez la signature de l'accord de Roubaix. Ne pas signer cet accord pour préserver les seules libertés de l'espèce humaine, de l'être humain, n'a aucun sens. La destruction de la planète rend impossible le plein exercice de ces libertés que les humanistes plaident, soutiennent, avec, je le dis, beaucoup de confraternité, je l'espère, avec une vision finalement court-termiste et aveugle. À quoi bon de lutter pour la liberté d'aller et venir s'il n'y a plus d'espace sur lequel circuler et voyager? Choisir les seules libertés individuelles, c'est renoncer à la vie humaine sur Terre. L'abandon ou le recul de nos libertés individuelles au profit d'un droit, d'une collectivité, d'un grand tout, de passer finalement à ce que l'on connaît, le droit à au droit de. La solution étrange de la survie du végétal et de l'animal grâce à la technologie, qui nous promet un homme devenu transhumain, qui nous promet une nouvelle nature retravaillée grâce à l'éco-ingénierie. Un gouvernement mondial dont les actions sont légitimées par une signature d'accord sur la base de l'état d'urgence, sans pour autant nier qu'il va falloir composer avec les entreprises multinationales, comme le groupe dont on vient d'entendre parler, qui est très investi par la responsabilité civile, sociétale et environnementale, mais également aussi avec l'high-tech, avec le fait qu'on vous propose non pas un monde étatique, on vous propose aussi un monde multicentré par des entreprises mondiales, un monde multicentré par la Silicon Valley, où l'on vous dit finalement, nous allons former un grand réseau piloté par l'intelligence artificielle qui nous dira comment bien nous comporter, de l'état d'urgence. Enfin, c'est un outil d'excellence en matière de gestion de crise et, hélas, depuis bien des années, nous connaissons des états d'urgence successifs. Cependant, et là nous parlons du droit, et nous faisons référence à un très bel ouvrage, très belle réflexion du Conseil d'État sur cette question, dans les années 2021. L'état d'urgence n'est acceptable que comme une solution ultime, réservée aux crises aiguës et soudaines, et qui doit être exceptionnelle, encadrée et temporaire. Or, mesdames, messieurs de la Cour, nous ne sommes pas du tout dans cette situation. Aujourd'hui, en 2050, l'état d'urgence n'est pas juridiquement acceptable, elle n'est pas politiquement souhaitable. En quoi elle n'est pas juridiquement acceptable? Car elle ne correspond pas du tout à une crise aiguë et soudaine. Ce n'est pas une crise sanitaire avec un virus qui arrive soudainement. Non, la prévisibilité de la situation, elle est là. Et elle a été rappelée par les témoins, notamment de la Terre. Et elle était aussi rappelée par le témoin du groupe Atalan. Cela fait bien longtemps que l'on a compris qu'il y avait des problématiques climatiques. Cela fait bien longtemps que sont fait consensus sur l'origine de l'homme
dans cette responsabilité. Cela fait bien longtemps qu'il y a des colloques, qu'il y a des sommets internationaux, qu'il y a des chartes. Tout ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un temps assez long. Et d'ailleurs, les dégâts climatiques irréversibles que l'on connaît aujourd'hui, ça fait aussi bien longtemps qu'on en parle, ça fait bien longtemps qu'on les vit, et ça fait bien longtemps que peut-être, on s'est peut-être dit que ces catastrophes, à un moment ou un autre, on arriverait finalement à trouver une solution, car c'est un petit peu à la fois le génie humain et son aveuglement, on trouve des solutions. Ben là, on n'a pas trouvé de solution. L'urgence climatique fait d'ailleurs déjà l'objet d'un corpus juridique et judiciaire très solide. Si vous signez les états d'urgence, si vous signez les accords de Roubaix, qu'est-ce que vont devenir les principes environnementaux de progressivité, de non-régression, de précaution? Comment va-t-on articuler ces principes fondamentaux très solides avec le droit à la santé? Est-ce qu'on va se retrouver dans la situation qu'on vient de vous exposer de droits antagonistes? Nature versus homme, homme versus nature versus technologie, groupe versus État. Est-ce que c'est ce que l'on va, cautionner par la signature des accords de Roubaix? Enfin, l'état d'urgence climatique n'est pas une solution politiquement acceptable et dans une démocratie, ou alors il faut qu'on accepte de changer de gouvernement. Parce qu'elle s'inscrit dans un temps long. Ce n'est pas... il est nécessaire, et tout le monde, alors là, il y a un consensus total autour de cette table, il est nécessaire de mettre en place des mesures et des moyens permanents pour aller vers un changement systémique et vers ce que j'appellerais un nouveau contrat social, puisqu'on a cité Rousseau, mais Rousseau est un homme, du XVIIIe siècle. Un nouveau contrat social. Un nouveau contrat social, c'est le temps long. Or, est-ce que l'on peut, dans une société, admettre la pérennisation des atteintes aux droits et libertés individuelles par des mesures de police administrative avec un exécutif qui sera tout puissant? Première question. Comment le citoyen pourrait supporter à long terme un pass écologique, individuel, collectif, familial, pour l'accès à l'habitat, pour aller travailler, pour accéder à certaines réunions, pour travailler dans une entreprise, pour faire du commerce? Faudrait-il alors accepter et généraliser la pratique d'une police écologique pour rendre efficient ce dispositif? Et enfin, faudrait-il prévoir une citoyenneté à point sur un mode sanction-récompense? Monsieur Vigy, tel un Terminator qui vient nous éclairer de son expérience. Nous avons sauvé l'humanité, nous avons sauvé la nature en 2050, mais je vous le dis, attention, on a vraiment gravement porté atteinte à nos libertés. Mais il ne nous dit pas, le Terminator, à quel prix, quelle humanité, jusqu'où du bout le transhumanisme est-il allé? Quelle nature, jusqu'où du bout l'éco-ingénierie est-il allé? Sachez qu'il y avait un rapport des services secrets dans les années 2020 des États-Unis qui disait que si les États choisissaient pour leur compte de mettre en place de l'éco-ingénierie ou d'autres, on créerait mécaniquement des conflits et des guerres à venir, et en plus, ça serait contre-productif au niveau mondial. Ça, il ne nous le dit pas, M. Vigy. C'est un lanceur d'alerte, là on est très inquiet, mais enfin il ne nous dit pas la réalité des choses. On pourrait même se demander si, à part le fait qu'il aime Chambon-du-Lac, est-ce que c'est véritablement pas un avatar? N'oubliez pas, nous sommes en 2050. Est-il vraiment humain? Est-il là pour nous induire en erreur? Donc, mesdames, messieurs de la Cour, je vous dis, cet état d'urgence me semble ni juridiquement ni politiquement acceptable. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous me proposez? Et là, je vous dirais, excusez-moi, je suis un petit rapporteur public. Je n'ai pas de solution miracle pour répondre au chaos. Et je dirais même, avec tout le respect que je vous dois, mesdames et messieurs de la Cour, qu'on vous a fait finalement une mauvaise manière. En 2050, en disant qu'il faut une Cour des droits et libertés pour répondre à des solutions aussi existentielles, pour parler d'un contrat social, donner à une Cour le fait de décider de signer ou non des accords de Roubaix, c'est finalement aller vers ce qu'on n'aime pas, le gouvernement des juges. Non. Alors, monsieur le député a dit tout à l'heure quelque chose d'absolument
merveilleux parce que nous sommes dans l'hôtel de Lassay, et effectivement, il y a un marquis de Lassay, sous l'Ancien Régime, qui a vu plus loin. Alors moi, mesdames, messieurs de la Cour, je vous propose d'oser. Oser l'appel de Lassay. Oser le fait que non, vous n'allez pas prendre cette décision, mais oui, vous allez proposer des solutions démocratiques en France, le berceau des droits de l'homme, et peut-être même le berceau des droits de l'homme du 21e, voire du 22e siècle. Je vous propose de renvoyer à César ce qui est à César et renvoyer au législatif une assemblée qui pourrait être une assemblée constituante, où il y aurait, on a suffisamment d'experts qui ont travaillé sur le sujet de toute nature, où il y aurait effectivement des propositions pour réunir les 4 éléments, l'air, la terre, le feu, l'eau et le vivant, sur des arbitrages et des choix à court terme sur des solutions et également un projet de société à moyen et long terme. Ce travail, qui devrait être rapide, mais rappelons-nous que nos constitutions, notamment la Ve République, a été finalement très rapide dans son élaboration. Ça serait validé par un référendum et enfin on aurait le sentiment que le citoyen aurait participé à ce nouveau contrat social. Et à ce moment-là, la France irait aux accords de Roubaix avec un projet en main, un projet citoyen qu'il proposerait. En tout cas, même dans l'hypothèse où le référendum serait un échec, on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas essayé une solution démocratique, on ne pourra pas dire qu'on n'aura pas balayé tous les questionnements qui nous sont offerts à nous, on ne pourra pas dire que nous n'avons pas essayé quelque chose, de faire une analyse systémique et une synthèse. Mesdames, messieurs de la Cour, osez l'appel de Lassay. Je rappelle la question posée à la Cour. Les chefs d'État et de gouvernement doivent-ils signer les accords de Roubaix ? Mesdames et messieurs les jurés, nous allons maintenant nous retirer en salle des délibérés. Nous ne pourrons en sortir qu'avec notre décision. J'invite le chef du service d'ordre de la Cour à faire garder la salle des délibérés. Nul ne pourra entrer ou sortir sans mon autorisation. L'audience est suspendue. La première question, mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement doivent-ils adopter les accords de Roubaix ? Oh là là, Stéphane, nous constatons une majorité de rouges. Oui, on ne triche pas, bien sûr. Un seul carton par personne. Donc cela, puisque vous les rejetez, cela induit forcément la seconde question que Maître Delorean va vous poser. Eh bien, la Cour doit-elle lancer l'appel de Lassay ? Mesdames et messieurs, même procédé. Eh bien, je crois que là, c'est quasiment l'unanimité à 2 exceptions. 3 à 4, 5, mais quand même un gros pourcentage, oui. Avant d'annoncer sa décision, la Cour tient à saluer la qualité des débats qui ont eu lieu et la richesse des témoignages apportés au soutien des intérêts de chacune des parties. C'est un grand honneur et une grande responsabilité que de devoir trancher un débat qui a été porté à si haut niveau. Vous voyez, comme disait Yves Montand dans La folie des grandeurs, je flatte. À la question, les chefs d'État et de gouvernement doivent-ils signer les accords de Roubaix ? La Cour a répondu non. La Cour, siégeant à l'hôtel de Lassay, appelle solennellement les femmes et les hommes, citoyennes et citoyens, titulaires de la souveraineté, les assemblées parlementaires élues, représentantes des peuples et des nations, les chefs d'État et de gouvernement ayant reçu mandat pour la conduite de l'État, à construire ensemble la réponse aux crises que nous traversons. La Cour les appelle également solennellement à chercher la conciliation entre la préservation de la Terre, de ses écosystèmes et de ses vies, la survie de l'humanité en tant qu'espèce et la protection des droits et libertés inaliénables des individus. Elle les appelle enfin solennellement à co-construire ensemble la réponse conciliant ces équilibres et à co-décider ensemble des mesures à même d'y parvenir. La décision sera disponible dès demain au greffe de la Cour avec, je le précise, 2 opinions dissidentes qui seront publiées. Les parties disposent d'un délai de 10 jours pour faire appel. L'audience est levée.
au nom des juristes, dont Gérard et moi sommes les présidents. C'est encore une belle journée qui est possible grâce à tout le monde. Je ne vais pas citer tout le monde, mais entre les décisions de la Mouze, entre tous nos amis qui sont venus, la Cour, les représentants. Vraiment, merci infiniment. Nous avons, comme d'habitude, donné tout ce qu'on pouvait pour pouvoir exprimer évidemment toute vérité. Alors que nous ne savions pas hier quels étaient les arguments des uns et des autres, que nous ne répétons pas. Voilà, merci infiniment. Je vais passer la parole à Gérard. Et surtout merci à notre président qui a beaucoup travaillé aussi et qui est notre petite pépite. Merci à votre société publique d'être venus nombreux pour cet événement. Merci aussi à notre président qui vous avez pu constater à une démarche pédagogique pour vous expliquer pourquoi le contradictoire est fondamental et qu'on peut avoir un débat, on peut avoir des opinions différentes, présenter des positions différentes, mais à la fin, eh bien, on tranche et on est là. C'est quelque chose de remarquable. Je voudrais remercier aussi tous les juristes et puis tous les amis du juriste. Et comme on dit, à l'année prochaine, je dis merci à M. Soubert. La même chose. Et merci aussi à nos assesseurs, merci à tous les et à l'année prochaine.